Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un logiciel, je vais vous parler de DxO6. Donc oui, ça m'a fait beaucoup rire aussi, DxO6, ouais, forcément. Mais je vous rassure, l'année prochaine, ça sera très marrant aussi avec DxO7. Voilà, on n'a pas fini de se marrer. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler de la dernière version de DxO et de vous dire si ça vaut le coup de l'acheter, si ça vaut le coup d'investir dans ce nouveau logiciel ou pas. Et je vais vous dire si ça vaut le coup de faire la mise à jour si vous aviez déjà une version de DxO, si ça vaut le coup d'acheter ce logiciel si vous êtes sur un autre logiciel photo. Donc on va voir ensemble l'interface du logiciel. Voilà, je ne vais pas faire une présentation complète du logiciel comme ce que je peux faire en cours photo post-traitement. Voilà, je vous laisse découvrir. C'est un cours photo que je fais qui dure 3 heures, qui permet de vous initier au logiciel. Donc du coup, je vais travailler maintenant sur la dernière version, la 6. Et ça vous permet de vous lancer sur le logiciel avec toutes les infos nécessaires pour pouvoir être un peu plus autonome et pouvoir progresser avec. Donc là, pas de formation, c'est juste une présentation. Et je vais vous dire ce qui change entre la version 5 et la version 6. Alors, pas forcément tout, parce que mon but, c'est pas de vous faire un brief complet du logiciel. Je ne travaille pas pour DxO. Mais par contre, je vais vous dire moi ce qu'il y a eu en plus dans le logiciel et qui m'intéresse et qui est intéressant. Donc dans un premier temps, je vous invite à revoir la vidéo de l'année dernière, donc celle sur DxO5, parce que les logiciels se ressemblent beaucoup. Voilà, les mises à jour maintenant de DxO apportent du plus, mais il y a beaucoup moins de changements que sur les premières versions du logiciel où à chaque fois il y avait vraiment de la nouveauté. Là maintenant c'est de la nouveauté, mais on va dire c'est un peu plus à la marge. Après ça reste des choses plus ou moins intéressantes, justement on va en parler. Donc on va ouvrir le logiciel, donc voilà, une nouvelle interface. On a toujours un petit encart qui nous explique si on est à jour ou pas à jour, ou qui nous parle des nouveautés, donc bon, ça peut toujours être intéressant. Voilà, on n'est pas obligé de l'afficher à chaque démarrage, on peut l'afficher qu'à chaque nouvelle mise à jour quand on veut. Donc d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais la régler de suite. Ça fait déjà un petit aperçu de toutes les nouveautés de DxO. Voilà. On voit que la réduction de bruit, ils ont amélioré le système, et on va voir si c'est vrai ou pas. Voilà, il y a un white gamut qui est encore plus grand, enfin l'espace colorimétrique en gros. Des épreuvages d'écran, voilà. La photothèque, des améliorations pour ceux qui s'en servent et pour ceux qui sont accros à ce genre de choses. Un nouvel outil retouche que j'ai très peu utilisé parce que j'en ai pas à l'utilité, mais on va le voir quand même. On peut modifier maintenant la géométrie de la photo, donc vraiment de façon assez poussée. Pour moi c'est le meilleur logiciel, mais pas que pour moi, parce qu'ils ont eu le prix EISA encore une fois. Je crois que ça fait 3-4 ans qu'ils sont meilleurs logiciels photo, donc voilà, c'est pas rien. Donc c'est pas juste moi qui dis que DxO c'est bien. Je pense que c'est un peu plus reconnu unanimement et de plus en plus. Donc tant mieux, parce que je trouve que ce logiciel mérite d'être connu. Donc assez rapidement, moi je l'ai proposé en cours photo post-traitement, donc voilà, depuis 2018. J'avais à la base encore Lightroom et DxO, mais je prenais tellement plus de plaisir sur DxO que sur Lightroom que finalement je ne propose plus que sur DxO mon cours photo. Donc voilà l'interface de DxO version 6, donc il n'y a pas de grands changements, on a toujours la même chose. On a toujours les dossiers dans lesquels on va chercher nos photos, donc on ne télécharge rien sur le logiciel. On va juste cliquer sur nos dossiers et les photos sont, on va dire, automatiquement accessibles. On a toujours notre onglet photothèque pour aller chercher les photos et personnaliser pour traiter la photo. Donc photothèque, toujours pareil, c'est juste les champs IPTC qui sont un peu plus complets, donc ce qui peut être intéressant pour les gens qui travaillent pour la presse et autres. Voilà. Moi, c'est pas vraiment mon cas, mais de temps en temps, j'ai besoin d'envoyer des photos sur un serveur où j'ai besoin des champs IPTC. Donc avant, j'utilisais DxO, il y avait des bugs et il y avait des manques. Donc j'utilisais plutôt le logiciel de Nikon. C'était un peu chiant de passer sur 2 logiciels. Là, a priori, je vais pouvoir tout faire depuis ici. Donc j'espère que ce sera le cas. Ça, je vais le tester. Comme c'est quelque chose de très spécialisé et que ça va intéresser peu de monde, voilà, je ne veux pas en parler dans cette vidéo, ça sert à rien, je ne vais pas faire le test non plus. Mais par contre, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Comme d'hab, parce que si vous êtes assez nombreux et nombreuses à me le demander, je ne ferai pas le feignant et je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Si maintenant vous êtes 2-3 à demander, bon, je pense que je vais faire le feignant. Mais ça peut être intéressant, voilà. On a toutes les infos sur l'image, etc. Sinon, pas de grand changement. Donc dans tous les cas, je vous invite à revoir ou à voir la vidéo de l'année dernière sur DxO5. Parce que là, je fais une présentation du logiciel un peu plus globale. Là, je ne vais pas tout refaire à zéro, ça ne sert à rien. Dans les grandes lignes, c'est la même chose. Voilà, il y a des améliorations, mais tout ne change pas. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur le logiciel, si vous voulez démarrer sur ce logiciel, vous perfectionner, etc., j'ai un cours photo
post-traitement qui est dédié à ça. Voilà. C'est un cours photo que j'ai lancé en 2018. Avant, c'était DxO et Lightroom. Je préfère tellement DxO à Lightroom que maintenant, je le fais essentiellement sur DxO. Donc, il y a plein de gens qui viennent, qui prennent ce cours, soit qui débutent totalement dans le post-traitement et je leur donne, on va dire, les billes nécessaires pour commencer à être un peu autonome, soit qui ont déjà des notions et je les aide à appréhender un peu mieux le logiciel et à se perfectionner, hein, tout simplement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas surtout. Donc voilà, dans l'interface, pas beaucoup de changements, on a toujours l'histogramme, notre photo, les infos principales, donc ça c'est assez intéressant. J'adore cette interface, je la trouve très jolie, propre, simple, voilà, nickel. On a toujours les vignettes en bas qu'on peut rétrécir un peu si on veut. Donc là, moi je suis sur le Mac, cette année je la fais version Mac, cette vidéo. L'année dernière, je l'ai fait version Windows, donc là, on va changer, on le fait version Mac. Mais il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, c'est surtout de l'esthétique. Sinon, les fonctionnalités, tout est pareil, il n'y a pas de changement, heureusement. Donc là, pareil, on a un menu en haut avec les outils principaux. Donc pas de nouveautés non plus. On a toujours notre fameux bouton comparer, vous voyez, avant-après. Vous voyez que j'ai pepsé un peu ma photo. Donc pas beaucoup de changements par rapport à DxO5, sauf l'apparition de cette petite icône. Donc les shapes, donc on clique dessus et en fait ça va permettre de modifier et de travailler sur le volume de la photo. Vous voyez, là vraiment on va pouvoir modifier énormément de choses. Donc forcément la photo que j'ai choisie n'est pas judicieuse pour ça. J'avoue que je ne sais pas quelle photo à moi serait judicieuse pour ce genre de modification, mais ça permet de faire pas mal de choses. Là on commence à être sur des outils qui commencent à être beaucoup plus puissants que ce qu'on avait sur DxO Photolab de base. Donc voilà, on peut augmenter le nombre de lignes, on peut aller vraiment sur quelque chose d'ultra précis, etc. Donc voilà. J'avoue que moi je crois pas en avoir l'utilité. Après, il faut jamais dire jamais. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir l'outil et pas s'en servir que de ne pas l'avoir. Bon, là comme ça, je sais pas vraiment ce que j'en fais. Voilà. À part peut-être certains cas où j'ai des petites déformations sur les côtés de photos, sur du très grand angle. Mais c'est vrai que généralement, avec déjà les outils de base de DxO pour redresser les perspectives, en général, j'avais plus le problème après. Donc, à voir. Mais en tout cas, ça existe. Il faut le savoir. Voilà, on peut vraiment être ultra précis. Là. Il y a des points partout, dans tous les sens. On peut vraiment travailler à la marge, etc. C'est assez cool, quoi. Donc, pas de changement sur DxO. On a toujours nos icônes. Donc, lumière, couleur, détail, géométrie, réglages locaux, filigrane et effet. Donc ça va pas changer. Et ça, c'est top parce que ça permet vraiment de savoir ce qu'on travaille. Donc voilà, si on veut travailler l'exposition de notre photo, on va être dans lumière, tout simplement. Si on est dans couleur, c'est qu'on travaille la colorimétrie ou la couleur ou des détails de couleur, ou etc. Voilà. Donc vraiment, je trouve que c'est bien sectionné. Donc ça, c'est vraiment un truc, c'est depuis la version 4 de DxO qui a ça et je trouve ça vraiment génial. On a toujours la possibilité de mettre en favori les outils qui nous intéressent. Ce qui fait que quand on clique sur favori ici, on n'a plus que les outils qu'on utilise. Donc vous voyez que moi, j'en utilise très peu et ça me suffit largement dans DxO. Voilà. J'ai pas besoin de plus. Donc ça c'est franchement cool, ça permet d'avoir une ergonomie mais qui est folle. Et ça j'en parle vraiment en formation. Donc pas de changement dans tout ça, je crois que Clearview Plus a été amélioré, il me semble. Donc voilà, moi j'aimais bien cet outil, ça marche très bien avec les ciels. Là on le voit, avant après, on utilise juste DxO Clearview Plus et déjà la photo elle se fait toute seule quoi. Voilà, on donne de la densité au nuage, on donne de l'impact, on booste la photo, c'est vraiment top. Voilà. Faut pas trop en abuser, mais franchement, moi j'adore. Et donc on a la version White Gamut ou classique ancien. Donc je sais pas ce que ça va changer exactement. Je pense que White Gamut, c'est juste que ça va... Enfin si, je sais ce que ça va changer. Ça va ouvrir des perspectives en termes de couleurs pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir aller chercher des différenciations dans certaines tonalités qui sont plus importantes. Donc ça va être intéressant, notamment si on a un écran calibré, un écran de très bonne qualité, pour aller plus loin sur la photo. Mais ce qui veut dire que c'est que sur toute la chaîne, si on a un White Gamut, il faut être vraiment au top partout jusqu'à l'impression, si c'est l'impression en finale qui arrive pour les photos, quoi. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est toujours mieux que l'inverse. Pour ce qui est du reste, voilà, pas grand chose de nouveau. Voilà, on voit que le profil du boîtier, il est toujours détecté automatiquement, donc bien sûr le Nikon Z9 maintenant que je l'ai. Et voilà, pas de changement particulier. Voilà. Si sauf la partie épreuve écran qui arrive. Voilà. Donc on peut l'activer bien sûr, forcément. Donc ça permet d'avoir un rendu de ce à quoi ressemble notre photo en vue d'une impression. Voilà. Donc là j'avoue que je connais pas bien, donc
perceptuel, réactif, tout ça, je fais pas trop la différence parce que j'ai jamais utilisé DxO pour l'impression. Voilà, c'est la première fois qu'on a ça. Mais si j'ai une prochaine impression, je testerai ça. Je chargerai le profil de l'imprimeur et je regarderai si c'est vraiment fidèle ou pas. Et je pense que oui, hein, donc il n'y a pas de raison, mais bon, à voir. En tout cas, c'est cool d'avoir cet outil. Donc voilà, bref, un outil à tester. Ben voilà, quand j'aurai mon prochain tirage d'art, hein, je vous dirai ça. Pareil, il faut me le réclamer dans les commentaires si ça vous intéresse, hein, parce que à mon avis, ça n'intéresse pas trop de monde non plus. Donc à voir. Dans la partie du coup détail, c'est là qu'il y a encore un changement. Donc voilà, on avait déjà le meilleur logiciel pour la réduction du bruit numérique. Donc voilà, avec Prime, c'était déjà fou. Quand il y a eu D-Prime, c'était incroyable. Et maintenant, il y a D-Prime XD. Donc j'ai envie de dire que DxO fait toujours plus. Donc c'est assez fou. Ça permet d'enlever le bruit du numérique d'une façon assez folle, quoi. Et on récupère même du détail et tout. Enfin, je vais vous montrer ça. Donc voilà, on va tester plutôt avec cette photo parce que là je vois qu'il y a 8000 ISO, donc ça commence à faire là pour le coup. Voilà, moi je me fixe comme limite 12800 ISO avec le Z9 par exemple. Mais il y a plein d'appareils, voilà, 6400 ISO c'est un peu la limite encore. Après ça reste génial, hein. Faut pas se dire que le bruit numérique est un problème aujourd'hui, ça n'en est plus. Et quand on a des DxO, ça en est encore moins. Donc clairement, c'est plus un problème du tout, faut pas y réfléchir plus que ça non plus. Et puis comme d'hab, il vaut mieux une bonne photo bruitée qu'une mauvaise photo qui n'a pas de bruit, qui est toute lisse, hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer cette photo avec et sans bruit numérique. Comme ça permettra de voir la différence. Donc je vais enlever le réglage du bruit numérique, donc le denoising technologie. Je l'enlève et je vais faire une sortie de la photo, je vais l'exporter. Donc là, je l'exporte. Et maintenant, je vais faire la même chose avec le réglage haute qualité. On va peut-être Prime, allez. On va dire le médium. Je vais mettre le réglage Prime. Donc pareil, sortie standard, hop, j'enregistre la photo. Et je vais passer en D-Prime XD et on va voir la différence. Donc voilà, les exports viennent de se finir. Donc là, on peut voir aussi que ça rallonge le temps aussi d'exportation. La réduction de bruit, ça a toujours été le cas. Ils l'ont quand même amélioré. Donc là, on voit que par exemple pour le D-Prime XD, on a mis 32 secondes pour exporter une photo. Donc, ce qui est quand même beaucoup, hein, finalement. Et 41 avec le D-Prime tout court. Donc voilà, en utilisant en plus le D-Prime XD, on gagne du temps. Et bien sûr, une photo sans D-Prime, hein, c'est 8 secondes. Donc là, on peut mesurer la différence, hein. C'est pour ça que heureusement que le logiciel n'utilise qu'une petite partie de l'image avec la loupe pour montrer le résultat du bruit ici et pas dans l'image parce que sinon à calculer ce serait beaucoup trop long. Donc là maintenant on va pouvoir comparer les photos. Donc voilà les trois photos, hein. Donc on a la D-Prime XD, D-Prime et la photo avec le bruit numérique. Donc déjà, si on regarde juste en gros plan, rien que sa chevelure, on voit que là déjà les couleurs sont plus belles, on sent déjà qu'il y a un peu plus de détails. Là aussi, et là un petit peu moins. Je vérifie de près quand même pour pas dire de conneries, mais oui, non, je confirme. Donc déjà on sent une petite différence comme ça vu de loin. Mais encore une fois, si on regarde comme ça vraiment de loin, un peu rapidement, comme on le fait souvent quand on regarde des photos en ligne sur Instagram et compagnie, bon, on n'a pas l'impression d'avoir le jour et la nuit au niveau photo, hein. Clairement, même si celle-là elle a le bruit du Z9, le bruit numérique du Z9, c'est pas pour autant qu'elle est jetée à la poubelle. Voilà, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on sent que sur la couleur, il y a des petits trucs. Voilà, là on sent la couleur un peu plus passer, mais c'est parce qu'il y a plus de bruit numérique. Donc on va maintenant zoomer. Donc voilà maintenant les trois photos côte à côte voilà, avec le zoom. Donc là pareil, hein, voilà, la différence n'est pas énormissime, hein. Pour une photo 8000 ISO, on voit que l'appareil fait déjà du très bon boulot, hein, clairement. Et là on voit qu'il y a du bruit numérique dans son dos par exemple, là, au niveau du 9. Là il y en a beaucoup moins et là beaucoup moins, voire pas du tout, quasiment indiscernable. Et là encore moins. Mais là on voit que le détail dans les cheveux, tout ça, tout est bien conservé avec la réduction de bruit. Voilà. On n'est plus sur les logiciels qui rédigent le bruit, qui lissent tout, qui font tout, tout est pâteux, tout est dégueulasse. Là on voit que c'est propre. Et voilà, et maintenant si je grossis vraiment sur la photo, hein, donc là on voit au niveau du 9, hein, donc là forcément on a une impression d'un peu plus de netteté, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, avec tout ce bruit numérique et regarder dans les cheveux, c'est vraiment pas très beau à regarder, ni rien. Voilà. Là, avec le Prime, c'est déjà un peu mieux. C'est un peu plus flou, voilà, ça c'est sûr. Après, on est très zoomé sur la photo. Donc, il y a un moment, c'est sûr que si on rentre dans les pixels, tout va être flou. Et là, on voit qu'on a un semblant de plus de netteté, mais avec un peu plus de détails. Au niveau des cheveux, c'est un peu plus joli. Voilà. Donc là, bien sûr, on part d'une photo de base. Voilà.
on a quand même bien zoomé dedans. On est rentré dans sa tête alors que, bon, voilà, de base, la photo, la fille, elle est en entier, quoi. Voilà, et en faisant un zoom sur une autre zone de la photo, on voit vraiment la différence là au niveau du bruit. Hein. Là, on voit que sur sa peau, dans son dos, il y a beaucoup de bruit numérique. Là, il est enlevé, c'est un peu plus lissé. Et là, on voit qu'en plus, on retrouve du détail. Enfin, voilà, la texture du maillot est très très belle. C'est vraiment top, quoi. Donc là, on peut voir le chemin mesuré quand même entre la photo de base et le reste. Hein. On perd une certaine notion de netteté, mais on en regagne de notre côté et on voit des choses qu'on ne voyait pas à cause du bruit numérique. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus valorisant avec DxO Prime XD. Hein. Il n'y a pas photo. Enfin, en tout cas, moi, je suis convaincu. Et pour avoir fait le test sur plein de photos, moi, je passe directement en DxO Prime XD. Je me pose même pas la question. Alors, c'est peut-être bête de ma part, mais clairement, moi, j'ai confiance au logiciel et à ce qu'il fait. Donc, allez, je mets ce réglage par défaut. Donc, autre outil qui a changé d'ailleurs, c'est vrai que je ne suis pas passé dessus, j'en ai pas parlé encore, c'est au niveau de la retouche. Donc là, voilà, on voit que l'outil retouche à parité retraduit s'appelle Retouch, hein, c'est la même chose, hein, ça n'a pas changé par rapport à avant. Tac, là, donc là, j'ai fait un petit recadrage sur la photo de base, hein, on voit que j'ai coupé les pieds du spectateur parce que j'ai pas envie de les voir. Et par exemple, si j'ai envie d'effacer là le M de Bordeaux, ma ville, voilà, je vais venir ici dessus, tac, hop, je vais tout simplement venir le peindre. Voilà. Et du coup, par défaut, ça va venir dupliquer une zone. Voilà. Moi, je peux choisir de dupliquer la zone que je veux. Si je veux dupliquer le ballon, je fais ça. Voilà, je duplique le ballon. Je fais ce que je veux. On peut utiliser la fonction réparer qui tient un peu plus compte de la zone de départ. Voilà. Donc du coup, qui fait aussi un copier-coller, mais on va dire un peu différemment. Voilà. C'est souvent plus propre, je trouve, avec réparer que dupliquer, mais j'utilise les deux. Bon, là, on voit que j'ai pas bien fait mon masque, mais c'est pas grave. Et du coup, il y a aussi maintenant cette fonction Retouch où on peut retourner le masque dans tous les sens et on peut aussi le faire tourner, quoi. Voilà. On peut agrandir ou pas la zone. Voilà. Et on peut diminuer la zone aussi. Donc c'est assez intéressant. Mais voilà, encore une fois, bon, moi personnellement, cet outil là d'agrandissement, tout ça, je sais pas si j'en aurai besoin. À voir avec le temps. J'ai pas l'impression que moi ça va me servir, mais je pense que ça peut être utile. Et voilà, par exemple là, DxO hein, sur son site montre un exemple hein, où bien sûr voilà, la chose est plus judicieuse. Voilà. Donc là, ils les ont retournés et tout. Bon, bien sûr, ils ont pris l'exemple où ça va bien, hein, où c'est un peu plus facile à faire. Voilà, il y a des exemples où c'est un peu moins facile. Mais ça permet de montrer la puissance du logiciel. C'est quand même assez énorme. Voilà, le type qui est là en travers de la photo et qui fait chier, clairement on s'en débarrasse, quoi. Voilà, on va chercher cette zone pour la dupliquer et on l'inverse parce que c'est un copier-coller sur la photo. Et voilà, et là il y a juste à aller chercher un bout d'escalier. Bon, forcément ça ne sera pas utile en tous les cas et ça ne marchera pas aussi bien. Mais ça reste un outil puissant qui permet de faire des choses sympas. Donc voilà, donc tant mieux s'ils l'ont rendu un peu plus puissant encore. Voilà, moi personnellement, ce qu'il y avait avant, je pense que ça me suffisait largement. Voilà, j'arrive à effacer ce que j'ai effacé, mon petit M là, mon machin. Bon là j'ai loupé évidemment, parce qu'il est venu chercher Bordeaux, hop. Voilà, et moi ça me suffit, c'est propre et ça suffit. Après là je l'ai peut-être mal fait parce que bon, je fais ça à l'arrache pour la vidéo, mais en gros, dans les bases c'est ça, ça me met pas 2 ans pour effacer quelque chose. Voilà. Là j'ai plus que le Bordeaux, je suis propre. Bon la preuve je l'ai même pas fait sur la photo de base, hein, donc du coup, mais la preuve que ça me gênait pas. Donc comme d'hab avec DxO, hein, vous passez la souris sur l'outil, ça vous donne déjà un accès pour en savoir plus, mais vous avez aussi le petit point d'interrogation, vous cliquez dessus, et dans le logiciel, ça vous donne l'aide et les explications des outils. Alors c'est souvent concis, mais ça suffit largement à se faire une idée et à comprendre comment ça marche. Voilà. Et si ça ne suffit pas, il y a le cours photo post-traitement où on voit tout ça en direct, avec vos photos. Ça change tout, c'est mieux que les photos d'exemple comme DxO montre, des photos qui vont bien. Moi déjà je vous montre des photos un peu plus au pif et ça marche plus ou moins bien. Voilà, ça demande de la patience, ça demande quand même du talent. L'outil ne fait pas tout seul. Donc voilà, au niveau des nouveautés, hein, pas grand chose après sur le reste. Là c'est l'outil Reshape qu'on a en haut. Voilà, les réglages locaux ça avait déjà bien changé l'année dernière. Donc là, pas de nouveauté. Et après, filigrane et effet, là, ça dépend si vous prenez DxO Film Pack 6 ou pas. Et déjà, il faut savoir que de base, en cliquant sur Par réglage, DxO propose déjà beaucoup d'effets, beaucoup de choses. Donc voilà. Donc si on a envie de se faire plaisir avec des sortes de presets, on peut. Et après, si on veut vraiment y aller un peu plus, il y a la Ni Collection. Alors on clique là, on a tout un ensemble de petits logiciels qui ont chacun leur utilité. Voilà.
J'ai testé celui-là tout à l'heure, la Viveza 3, il y a plein de choses intéressantes dedans. Après, intéressante, ça dépend si on en a l'utilité. Moi, personnellement, je n'ai pas une grande utilité. C'est bien de l'avoir, mais je sais que dans mes élèves, il y en a pas mal qui l'utilisent, par exemple. Donc, voilà en gros pour on va dire, les petites nouveautés, les petits changements de DxO version 6. Donc, il n'y a pas énormément de choses nouvelles. J'en ai oublié, il y a des choses dont je n'ai pas parlé. Après, vous pouvez aller voir sur le site de DxO, vous allez avoir un peu plus de détails, parce qu'il y a peut-être des choses plus particulières qui vous intéressent. Donc là, moi, je vous ai parlé de ce que je vais utiliser ou potentiellement utiliser. Après le reste, voilà, si c'est des choses que je ne vais jamais utiliser, je ne vais pas en parler, ça ne sert à rien. Puis le but, c'est de faire une vidéo un peu courte et pas trop chiante. Donc voilà, mais la grande question, c'est est-ce qu'il faut acheter cette version 6 de DxO? Voilà, bonne question. Quand on a la 5, je pense qu'il n'y a pas une urgence totale à passer à la version 6, même si elle offre de l'amélioration. Si le bruit numérique, c'est un problème pour vous, passez à la 6. Voilà, il n'y a même pas de question à se poser. Vous allez avoir un outil qui fera encore mieux que ce que vous avez avant, donc forcément. Si vous avez DxO version 4, là il commence à y avoir quand même pas mal de changements qui justifient de passer à la version 6. Donc à mon avis, ça vaut le coup de faire une petite mise à jour si on a la version 4. Et si vous avez une version antérieure de DxO, la 1, 2 ou 3, clairement faites la dernière mise à jour. Ou achetez le logiciel, achetez la version 6. Là, vous allez passer vraiment un cap et un autre monde. Je crois que le plus gros gap c'était entre la version 3 et la version 4. Mais je crois qu'entre 1, 2, à chaque fois il y avait un gros gap. Maintenant c'est des plus petits caps à chaque fois qui sont passés, mais ça reste intéressant. Et si vous n'avez pas de DxO, que vous ne connaissez pas le logiciel, là je ne peux que vous dire un truc, c'est foncez. Voilà. Pour moi c'est le meilleur logiciel, c'est le plus ergonomique, c'est le plus, moi je trouve beau, voilà. C'est le plus agréable à utiliser, voilà. Moi j'ai passé 2-3 ans sur Lightroom, je me suis galéré. En 15 jours sur DxO Photolab 1, à l'époque quand il est sorti, j'avais mes marques, je me sentais à l'aise et de nouveau le post-traitement ça devenait quelque chose que j'appréciais un petit peu de faire. Voilà, je suis pas un grand fan de post-traitement, mais on va dire que quand il faut y aller, autant le faire sur un logiciel qui est plaisant à utiliser quoi, et qui est rapide et efficace. Et moi c'est ça qui m'intéresse en premier quoi. Donc voilà, vous n'avez pas DxO, passez sur DxO, vous allez kiffer. Il y a une version d'essai, 30 jours, vous testez. De toute façon, vous avez tous les liens dans la description, vous regardez les liens pour télécharger, etc. Alors, il faut savoir que c'est des liens affiliés. Donc, même si vous voulez tester la version d'essai, ça me fait gagner un petit pécule. C'est que dalle, mais c'est toujours ça de prix. Mais si vous achetez le logiciel, voilà, j'ai un petit pourcentage, bien sûr, comme tous les liens affiliés partout sur YouTube et sur Internet. Je n'ai rien inventé. Et voilà. Mais si vous avez déjà une version antérieure de DxO, alors si c'est la 5, je pense qu'il n'y a pas urgence à passer à la 6, pas forcément. Si c'est la 4, si vous utilisez pas un logiciel de post-traitement, il n'y a pas forcément urgence à passer à la 6 non plus. Voilà, maintenant si vous êtes un photographe amateur, pro ou autre, qui utilisez souvent le logiciel, passez à la dernière version. Vraiment, vous n'allez pas être déçu, ça marche bien, vous allez avoir le top des outils que DxO propose aujourd'hui, donc vous ne prenez pas la tête. Voilà. Maintenant, si vous êtes vraiment très occasionnellement sur un logiciel de post-traitement, il n'y a pas d'urgence. Voilà, c'est forcément, vous allez vous couper de certains outils, mais c'est pas grave. Donc j'espère que cette présentation de DxO 6, chaque fois ça va le faire, c'est pas possible. Donc, j'espère que cette présentation de la version 6 de DxO vous a plu. Si vous avez des questions, s'il y a des choses dont je n'ai pas parlé, pareil, les commentaires, vous me le demandez et je ferai peut-être une FAQ, une autre vidéo, j'en sais rien, bref. Il y a peut-être des choses tellement logiques et tellement brillantes que moi j'en ai pas parlé parce que j'ai brossé le logiciel assez rapidement. Donc n'hésitez pas, vous me posez des questions et je vous y répondrai. Et je réponds toujours aux commentaires, donc il n'y a pas de raison. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et voilà, allez, ciao!